l'une des capsules du Forum Saint-Laurent 2021 dans lesquelles nous mettons de l'avant des ouvrages récents en français sur les enjeux de la sécurité internationale. Aujourd'hui, on parle du livre Le Nouvel Âge des extrêmes avec l'un de ses deux auteurs, David Morin, qui est professeur titulaire à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke et co-titulaire de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Bonjour David. Bonjour, Merci de participer au Forum Saint-Laurent virtuel. ça fait plaisir. Alors, on doit ce livre à vous, mais aussi à Sami Aoun, qui est votre collègue à l'Université de Sherbrooke. D'où vous est venue l'idée d'écrire ce livre sur les extrémismes religieux, notamment, et sur d'autres types d'extrémisme? Alors, c'était il y a fort longtemps, lors d'une conférence réelle, à l'époque où on pouvait encore se voir. Et donc, le SODRUS et la chaire UNESCO avaient organisé une conférence sur le rôle du religieux et des religions, en fait, dans les phénomènes d'extrémisme violent. Et ça avait été une conférence extrêmement stimulante. Et finalement, avec Sami et Sylvana, on s'était dit que ça aurait été intéressant de faire un livre, finalement, qui donnerait beaucoup de perspectives sur les différentes manifestations de l'extrémisme violent en Occident et sortir de la seule question religieuse, évidemment. Et donc, voilà, ça a été un long chemin de plusieurs années pour finalement choisir les auteurs et puis rédiger et puis arriver jusqu'à la publication. Alors, d'après ce que j'ai compris, les auteurs viennent de plusieurs disciplines différentes. Quel est l'intérêt de mobiliser une grande diversité de disciplines pour traiter ce sujet-là en particulier? Mais en fait, je dirais que l'extrémisme violent est un des objets d'étude par excellence où si on ne l'aborde pas à travers différentes perspectives disciplinaires, on passe à côté de plein d'angles finalement. Donc effectivement, on a la psychologie, la psychiatrie, la sociologie, les médias, les communications, la science politique, la philosophie, le droit, et j'en passe. Et donc finalement, toutes ces perspectives-là abordent les phénomènes de radicalisation et d'extrémisme sous un angle. Et c'est la pluralité de ces perspectives-là qui nous donne une vue d'ensemble finalement assez complète de ce qu'est ce phénomène-là. Le deuxième élément, peut-être évidemment, qui est intéressant ici dans ce bouquin-là aussi, c'est le nombre ou l'origine des auteurs. C'est-à-dire que vraiment, le bouquin porte sur l'espace occidental, mais on est allé chercher des auteurs sur les États-Unis, des auteurs allemands, scandinaves, australiens, grecs, espagnols, bref, britanniques, français, belges. Donc, on est vraiment allé chercher une diversité de points de vue et ça crée quand même une conversation qui est super intéressante. Avant de passer peut-être plus aux enjeux de sécurité, j'aimerais juste clarifier les termes. On parle souvent de radicalisation et d'extrémisme violent. On pourrait penser que c'est la même chose. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre ces deux termes? Lequel est-ce qu'il faut utiliser? Alors en fait, l'extrémisme violent, c'est vraiment le phénomène qu'on observe un type de violence politique qui inclut, mais qui ne se limite pas au terrorisme, par exemple, là où la radicalisation va être une approche beaucoup plus processuelle de la façon dont un individu, finalement, progressivement, en vient à se radicaliser et épouser des causes ou des discours extrémistes. Donc vraiment, le processus ou la notion de radicalisation est arrivée beaucoup plus récemment dans l'espace occidental avec le nombre de jeunes qu'on a vu adhérer notamment, mais pas seulement au djihadisme. Donc c'est en fait deux éléments d'un même phénomène. Et alors justement, dans votre livre, vous parlez du retour des identités, notamment religieuses, mais pas seulement. Alors comment les identités sont-elles devenues des enjeux de sécurité internationale? Puisqu'on est au Forum Saint-Laurent, on parle de sécurité. Ouais, alors là, je ne veux pas marcher sur les orteils de mon collègue Sami Aoun et de son ouvrage bien connu, Le Retour turbulent de Dieu, où effectivement il se fait l'écho de ce clash un peu entre l'incorporation finalement du religieux dans la modernité occidentale et libérale notamment. Je dirais quand même que, en fait, deux choses. Le premier élément, c'est que la religion est un élément de l'identité, mais un
parmi bien d'autres. D'ailleurs, ça touche beaucoup de religions, la question du phénomène d'extrémisme violent, et ça touche des identités qui peuvent être liées aussi au nationalisme. Bref, des identités, elles sont multiples. Ça, c'est le premier élément. Donc, et ce n'est pas tellement nouveau, finalement, la question de la place de l'identité en sécurité nationale et internationale. En fait, finalement, l'histoire de la sécurité, l'histoire des guerres est parsemée de questions identitaires. Et puis on se souviendra même que l'école de Copenhague réifiait déjà la notion d'identité en parlant de sécurité sociétale. Donc le premier élément, c'est que ce n'est pas nouveau. Et le deuxième élément important, à mon avis, c'est que même si c'est on en reparle beaucoup, et notamment évidemment à la lueur de la guerre au terrorisme, de la question de l'islam radical et du fameux clash des civilisations, même si je ne crois pas tant à cette hypothèse qui est surtout une prophétie autoréalisatrice. Le deuxième élément important me semble important de souligner qu'un conflit ou une question de sécurité n'est jamais strictement identitaire. C'est-à-dire que les explications sont toujours multicausales. Alors oui, il peut y avoir des éléments d'identité, mais il peut y avoir des éléments sociaux, politiques, économiques, alors oui, parfois communautaires ou identitaires, mais souvent, on s'aperçoit qu'il y a une instrumentalisation de l'identité parce que c'est jamais aussi facile de mobiliser des acteurs conflictuels que finalement en activant l'appartenance à un groupe et puis en construisant ce groupe par référence ou en opposition avec l'autre. Donc la dimension d'altérité est un mobilisateur extrêmement fort finalement en termes d'extrémisme. C'est ce qui explique souvent pourquoi finalement à des causes politiques, sociales, économiques, etc., on vient greffer la notion d'identité. Et quel type de réponse politique est-ce que vous avez observé, des réponses politiques qui visent à contrer ces extrémismes en Occident en particulier? Alors, l'éventail des réponses a beaucoup évolué au cours des dernières années, évidemment, pour des raisons compréhensibles. La réponse sécuritaire a d'abord été privilégiée, donc qu'elle soit militaire, policière, judiciaire, finalement, alors que ce soit par exemple la guerre au terrorisme ou à l'heure actuelle, on le voit aux États-Unis, un renforcement de l'action politique vis-à-vis de l'extrême droite. Donc, la première réponse, souvent des États et des gouvernements, elle est sécuritaire. Mais assez rapidement, les acteurs se sont rendus compte que la réponse sécuritaire, bien que nécessaire, n'était pas suffisante et qu'il fallait donc rapidement y ajouter finalement des éléments de prévention. Et donc, on est passé finalement du tout sécuritaire à une approche beaucoup plus nuancée, multi-acteurs, qui fait aussi la part belle effectivement à la prévention. Alors aujourd'hui, on est dans un moment où il y a eu beaucoup d'initiatives en prévention qui ont été financées, qu'on cherche à évaluer un peu. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Est-ce que la prévention universelle fonctionne? Est-ce qu'il faut une prévention plus ciblée? Est-ce que la prise en charge des individus radicalisés et les tentatives de les déradicaliser fonctionnent, etc. Donc, quel est l'impact aussi, par exemple, des nouvelles législations sur les libertés publiques, etc. Donc, je pense qu'on est en train, après avoir vécu une période où finalement, il y avait beaucoup d'actions de part et d'autre parce qu'on était dans l'urgence. On est en train d'avoir un peu plus de recul sur nos pratiques. On est capable de poser finalement un regard critique un peu sur ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins bien et parfois même ce qui est clairement contre-productif. Est-ce qu'on a assez de recul justement en ce moment pour être capable de faire des recommandations, que ce soit en termes de politique publique ou de positionnement stratégique pour les États? Oui, absolument. Alors, je dirais sur la réponse sécuritaire, on a vu parfois que les interventions majeures pouvaient être hautement contre-productives et créer finalement beaucoup plus d'instabilité qu'autre chose. Donc là, je pense qu'il y a des leçons apprises de l'intervention en Irak, de l'intervention en Libye, voire même de l'intervention en Afghanistan avec un peu de recul quelques années plus tard. Donc ça, c'est évidemment dans une perspective de sécurité internationale. Ça me semble fondamental. Jouer les apprentis sorciers dans des territoires où finalement on n'est pas capable d'anticiper les effets de nos actions et où on n'a pas de stratégie de sortie, on envenime les situations et finalement on alimente assurément la question notamment par exemple du terrorisme et de la contestation des régimes politiques en place. Ça c'est sur le volet évidemment sécurité internationale. Dans les pays occidentaux,
Je pense que oui, on a compris aussi qu'il fallait faire attention, que des fois, certaines politiques stigmatisantes pouvaient avoir des effets hautement contre-productifs et nourrir en fait des polarisations sociales entre les différents pans de la société. Donc je pense qu'on est en train en ce moment, tout en ayant une politique qui continue d'être dure sur les acteurs et les agents de radicalisation eux-mêmes, on a des politiques de prévention qui sont peut-être un peu plus intelligentes, mais qui demeurent quand même, au moment où on se parle, en processus d'évaluation. Ça, c'est un des axes importants de la chaire UNESCO. Notamment, on a été financé par Sécurité publique Canada pour essayer de penser l'évaluation, les modèles d'évaluation par rapport à la diversité de programmes de prévention, pour essayer de voir finalement, comme je le disais tout à l'heure, un peu qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Mais par exemple, on a vu effectivement que certains programmes en prévention primaire au niveau universel, et puis il y avait l'expérience britannique qui était intéressante, comme Prevent, pouvaient avoir des effets très stigmatisants sur les communautés et empirer les problèmes. À la fois en renforçant au sein des minorités l'idée qu'elles étaient pointées du doigt et perçues comme des menaces potentielles, et finalement dans le reste de la société, ça contribue aussi à nourrir un discours stigmatisant, et donc finalement, ce n'était pas des bonnes solutions. Donc là, je vous prends un exemple parmi d'autres. À l'heure actuelle, il y a aussi un gros débat, notamment sur comment est-ce qu'on fait de la prévention sur Internet, par exemple. Quelle est la place et le rôle des grandes compagnies de télécommunications sur la régulation de leur propre contenu? Est-ce que finalement le déplatforming fonctionne? Est-ce qu'il ne fonctionne pas? Actuellement, on a ce débat sur les tests complotistes. Est-ce que finalement la vérification des faits est vraiment efficace? Si oui, pour qui? Donc ça dépend toujours finalement des populations ou des groupes qu'on cible en termes de programmes de prévention et d'intervention. Donc, il y a encore du travail, de ce que je comprends. J'ai une dernière question sur le titre de votre livre, c'est « Le nouvel âge des extrêmes » avec un point d'interrogation. Pourquoi est-ce que c'est une question? Quand on regarde l'histoire récente ou celle du XXe siècle, décrite par Hobsbawm, évidemment à qui on a emprunté le titre, on voit quand même que le XXe siècle a été un siècle terrible. Du point de vue des guerres mondiales, des processus de décolonisation, de guerre internationale, qui a engendré vraiment en fait des victimes qui se comptent par dizaines de millions. Donc c'est sûr que quand on se compare, parfois on se rassure. Alors le 21e siècle ou le court 21e siècle est finalement un siècle, notamment dans l'espace occidental, relativement pacifié. Donc ça justifie le point d'interrogation, si vous voulez, le fait qu'on ne puisse pas être affirmatif. Donc au regard finalement du siècle précédent, maintenant, la deuxième partie de la réponse qui justifie le sous-titre, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'il y a une montée quand même des polarisations sociales, qu'il y a une montée de la violence politique, notamment au cours des 5-10 dernières années. Alors il y a un cycle qui s'est ouvert, notamment avec la question du djihadisme en Occident, puis un deuxième vague ou un deuxième cycle qui s'est ouvert en parallèle avec notamment toute la question de l'extrême droite, de l'extrémisme xénophobe, etc., qui finalement a grandi dans l'ombre du djihadisme et qui lui-même a généré la résurrection d'un troisième mouvement qui est le mouvement plutôt d'extrême gauche, antifasciste, etc., en réaction notamment à l'extrême droite. Donc ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est que finalement les formes d'extrémisme se nourrissent mutuellement et nourrissent un cercle vicieux, puisqu'elles ont besoin les uns des autres finalement pour trouver de l'oxygène. Et je pense que ça justifie de se poser la question de savoir si on est dans une nouvelle phase, un nouvel âge des extrêmes, sans être totalement affirmatif, et de maintenir ça sous forme de question. Bon, écoutez, merci beaucoup David Morin d'avoir répondu à toutes mes questions, et on conseille à tout le monde évidemment d'aller lire le livre, de l'acheter et de le lire. Merci. Merci beaucoup pour votre invitation, et puis je vous souhaite un bon Forum Saint-Laurent.